Allez, bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Je vais vous faire une petite émission quand même aujourd'hui, mais en express, et très sincèrement, je pense qu'il n'est pas très intelligent d'aller s'amuser à faire du scalping aujourd'hui. Bon, pour pas que ça me déplaise, hein, franchement, mais c'est que je pense pas que le contexte soit favorable pour vous, pour un objectif pédagogique, d'aller trader dans ces marchés-là. On n'est pas du tout dans des trucs normaux, hein, vous avez bien compris, on se marche sur la tête. Toujours les mêmes contextes, hein, c'est fou, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est l'été, les chaleurs sont là, les gens pensent à autre chose, les volumes sont pas très présents. Euh, les robots trade un peu comme ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent. Enfin bref, bon, on s'en fout. Bon, mais pour les marchés actions, moi je vois pas d'intérêt quel qu'il soit. Wall Street est de nouveau sur les sommets historiques, donc les signaux de vente ne servent à rien. Powell en une journée et en un discours creux, hein, parce que c'était plutôt creux. Pas nécessairement pour les cryptos, on va en parler après, mais voilà, donc un discours qui sert à rien, entre guillemets, hein, qui ne fait rien du tout. Donc c'est-à-dire là, les anticipations de hausse, de baisse de taux, machin, commencent à faire joujou à droite, à gauche. Donc en fait, on fait quoi? Ben, on fait bouger les prix sur des mots. La seule chose, c'est qu'en gros, ce qui est important, c'est le prochain rendez-vous de la Fed, là où effectivement, au lieu des mots, on va avoir des actes. Et donc en ce moment, bah, les robots font joujou avec la liquidité qui se balade à l'achat, à la vente. Ils peuvent faire mumuse entre guillemets dans un spread de 2%, 1% de plus à la hausse, 1% à la baisse. Et dès qu'on arrive à la baisse, oh putain, on peut surtout pas vendre parce que imaginez si on avait deux baisses de taux, voilà. Du coup, dès qu'on arrive 1% au-dessus, oh putain, mais on peut plus acheter parce qu'imaginez si on n'a plus de baisse de taux ou si on en a qu'une. Donc voilà, bref, c'est le jeu des imbéciles entre guillemets. Toujours à l'achat évidemment, hein, toujours le même fonds cosmologique de rachat d'actions, hein, ça tourne toujours plein pot. Alors il y en a moins qu'avant, mais il y en a toujours. Avant évidemment la période de creux, hein, je vous rappelle qu'ils ont interdiction, une entreprise a interdiction d'acheter ses actions pendant la période de publication. Donc évidemment là ça va se calmer un peu sur les rachats d'actions, mais avant on y va plein pot, hein, on met la dose, on utilise le cash. Bah, vous avez des valeurs, hein, là, comme par exemple Amazon, ses sommets historiques. Pourquoi, hein, on ne sait pas trop, mais bon. Euh, voilà. Donc, des effets un peu spéciaux, un effet de base sur la devise qui fait joujou entre BCE et Fed, enfin on se fait la petite bataille. Bref, donc un contexte très mitigé dans un contexte estival, donc entre guillemets, pour moi il n'y a plus qu'une seule chose à traiter là-dedans, c'est le VIX, c'est de dire bah, est-ce que la structure du VIX va être tout simplement cassée par l'inertie estivale, entre guillemets, le calme ambiant va s'installer également sur le VIX, qui va donc sortir de son triangle de compression qu'on a vu, hein, donc la compression temporelle, les structures d'accélération, tout simplement dans ce cas-là, dans un calme absolument frivole et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire dans ce cas-là, bah, toutes les valeurs à risque, les Amazon, les Facebook, les Apple, vont mécaniquement et simplement se diriger vers le sommet historique. Et dans ce cas-là, la volatilité bah, restera dans la zone entre, on va dire, entre 12 et 20 grand maximum, quoi. Et on va rester là-dedans, gentiment, entre 12 et 18 même, parce qu'au-delà de 18, vous vous rendez compte, c'est déjà panique. Donc voilà, est-ce que c'est ça l'avenir? Je n'en ai aucune idée, hein. Je vais vous l'imager pour le VIX, hein, voilà, mais c'est de dire, rappelez-vous donc nos structures de compression, on a bien vu, hein, donc les cycles se raccourcissent, ça sent mauvais, et en gros c'est de dire ici, bah, soit, oh putain, on trouve un support et on commence à se diriger vers des choses moins jolies, c'est-à-dire le franchissement de cette résistance. Et là, dès qu'on franchit ça, les mecs vont commencer à se dire oh putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire péter le système financier. Donc voilà, bref, donc là, c'est ce qu'ils redoutent évidemment plus que tout, hein, parce que là, c'est risque pour la stabilité financière. Donc là, c'est le gros bazooka monétaire des banques centrales. Enfin, en tout cas, elles auront plutôt intérêt à sortir un bazooka et le bazooka a plutôt intérêt à être bien perçu parce que bah, s'il y a bazooka et que c'est mal perçu, c'est ça derrière, hein, voilà. Donc il faut faire attention. Déjà, on n'est même pas sûr que les bazookas monétaires puissent être mis en place. On en parle parce que ça fait monter les indices et tout ça, mais faites attention, hein, voilà. Donc, soit on a vu juste, et on avait dit juillet pour la période de retour du risque sur la cyclicité du VIX, entre guillemets, hein, toujours pareil, un peu comme le calendrier Maya, hein, voilà, les cycles sont de plus en plus courts, jusqu'au moment où les cycles sont tellement courts que bah, il faut repartir sur un nouveau schéma cyclique. Soit option numéro 2, je vous dis, bah voilà, on meurt là-dedans et on fait joujou ici, ad vitam aeternam, mais en fait on casse le cycle avant bah, peut-être de trouver bah, soit un Black Swan, soit un truc comme ça, mais quoi qu'il arrive, la volate elle aura du mal à rester autrement. Voilà. Donc c'est soit il se passe rien en fait, et c'est l'inactivité au courant de l'été, puis de la rentrée, puis de machin, c'est-à-dire on s'enfonce dans les sommets historiques et on y meurt, quoi, voilà, et il ne se passe plus rien. Voilà. Dans ce cas-là, vous imaginez un scénario, comme on l'a dit, hein, c'est un scénario à la 2015 sur le S&P 500, un scénario un peu comme ça, là, voilà, où en fait, c'est la mort cérébrale. Voilà. On arrive là et puis on bouge plus.
Voilà, on se fait un sommet historique et puis on y stagne pendant 2-3 trimestres parce que les profitabilités des entreprises ne sont pas là, donc on ne peut pas monter. Mais en attendant, il y a le soutien, donc on ne peut pas baisser. Voilà, donc il est possible qu'on meure, hein, comme je l'ai dit, c'était un scénario que moi je n'anticipais pas. Mais tout simplement, voilà, de se dire, si on reprend nos obliques classiques, hein, voilà, de dire, on vient là et puis on meurt, on oscille autour de ça. On parvient jamais à en décoller, on y croit, puis ça se comprime, et puis boum, d'un jour, on prend la grosse cartouche. Comme on l'avait pris exactement en 2015. Hein, voilà. En gros, on vient ici, on patiente, et puis d'un coup, il y a un truc qui arrive, on réalise, et on panique, et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est le problème, parce qu'en fait en faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous catalysez la retour de volatilité derrière, c'est-à-dire que le jour où ça merde violent, mais genre beaucoup beaucoup plus violent. Hein. Je vous montre la façon dont ça a réagi après, hein, voilà, c'était ce genre de truc, sauf que là encore une fois je vous dis, il y avait des acheteurs, il y avait de la croissance, il n'y avait aucun problème, on savait qu'il restait des gains à faire. Là quand on se dira, oh putain, il n'y a pas de gains à faire, il y a beaucoup d'argent à détruire, ce genre d'accélération, encore une fois, hein, ça se matérialisera sur un truc comme ça. Hein. C'est de dire derrière, c'est des baisses de 20-25% sur les actifs de manière immédiate et en ligne droite. Hein. Ça baisse exactement comme on l'a vu ici. Donc faites très très attention à ces schémas-là. Ils sont très dangereux, surtout pour les capitaux. Donc le calme qui pourrait s'installer, le calme ambiant, mais le faux calme, hein, le calme avant la tempête, c'est typiquement pas le genre de calme qu'il faudra acheter. Hein. Voilà. Ça, je maintiens là-dessus. Pour moi, portefeuille orienté action à la limite, mais il faudra être sur certaines actions très recherchées en cas de récession pour être certain d'avoir toujours des acheteurs si ça devait mal tourner. Hein. Voilà. Mais des valeurs comme des Tesla, des Apple, des machins, des bidules, tout ça, ça se fera démonter en ligne droite. Allez, les cryptos. Donc, notre cher Powell en a parlé hier, il a parlé de Libra. Vous vous rendez compte? Il a dit que Libra, ça passerait pas s'il n'y avait pas des solutions pour le blanchiment d'argent, etc. En gros, il faut une coopération totale avec le système fédéral américain, sinon, vous vous rendez compte, attends, les gens vont pouvoir acheter des choses avec un truc qu'on ne contrôle pas, mais vous aviez cru que ça allait passer une seule seconde, ce truc-là? C'est ce que je vous ai dit dès le début, de toute façon, l'idée est bien sur Libra, mais quoi qu'il arrive, ça ne passera pas du côté réglementaire, ça ne passera jamais. Comment voulez-vous qu'un banquier central dise qu'une crypto c'est bien? Vous êtes con ou quoi? C'est comme, je sais pas, je te donne un fusil, je te dis il y a une balle dans le fusil, soit tu tues le mec là-bas, tu sais pas qui c'est, soit tu te tues toi. Tu tires sur qui à ton avis? Évidemment la plupart des gens vont tirer sur l'autre mec et puis c'est tout. Donc c'est la même chose, c'est de dire on a aujourd'hui une offre qui se diversifie sur le plan éventuellement de la devise, mais avant qu'il y ait réellement un switch intégral qui se mette en place, comme je vous dis, en gros il y a une balle, tu tires une balle, on n'en est pas à ce stade-là, mais de toute façon vous attendez pas à ce que le banquier central, quoi qu'il arrive, défende une crypto, ça n'arrivera pas, c'est clairement pas le cas. Maintenant voilà, attention, on parle de Libra, du coup le monde de la crypto s'effondre, oh mon Dieu, on découvre que les banquiers centraux ne supportent pas les cryptos. Non, vous vous foutez de ma gueule ou quoi, sans déconner? Enfin, je sais pas, quand je vois ça, mais je me dis, mais les gens sont bêtes, mais sont d'une bêtise affligeante. Pourquoi les cryptos, elles baissent à votre avis? Parce que Powell a parlé de Libra ou juste parce qu'on était sur une zone de liquidité, que je vous avais averti du volume avant, des trucs comme ça, de vous dire, attendez, Powell, il n'avait pas encore ouvert sa gueule ici, pourtant on avait déjà des volumes qui commençaient à être inquiétants, ici on avait bien vu cette zone, on avait bien un beau signal, est-ce que peut-être c'est pas la technique qui défend et de dire le catalyseur a juste permis de passer à travers les supports? Est-ce que c'est pas plutôt ça en fait la légitimité, plutôt que de dire c'est Powell qui fait baisser les marchés parce qu'il a parlé mal de Libra? Enfin, je sais pas, réfléchissez une seconde, quoi. Traiter du news flow, il n'y a pas plus débile, quoi. Là, le news flow, il permet à un mouvement technique de se développer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Libra ou pas Libra, le mouvement technique se serait développé quand même? Moi, je pense que si. Voilà, il y avait des prémices ici qui étaient inquiétantes et ça commence à baisser et c'est logique et ça se met en place sur une zone de prix qui ne valait pas rien dire. Donc, voilà, moi j'ai plutôt envie de dire que par expérience, j'en ai quand même vu des news flow au fil des années et je les ai rarement vus faire les marchés. Voilà, j'ai surtout vu les marchés entre guillemets aller sur des zones techniques, gérer les risques et en fait les catalyseurs permettent de franchir les niveaux derrière, mais c'est-à-dire de valider ou de confirmer les différents retournements. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en ce moment, voilà, à Wall Street, on est dans le sens inverse. C'est-à-dire que les marchés n'ont plus aucune technicité, plus personne ne fait rien du tout, et c'est les banquiers centraux qui bougent. Voilà, et la Maison Blanche.
En gros, vous avez deux acteurs enfin trois acteurs qui travaillent ensemble. Donc on a dit les marchés, Trump et la Fed, enfin Trump, la Maison Blanche et la Fed. Et pour l'instant, ce joli petit équilibre va plutôt pas trop mal, mais encore une fois, ce sont des manipulations évidentes de marché. Aujourd'hui, le marché ne va pas chercher les zones techniques, il ne réagit pas sur les zones techniques, tout simplement parce qu'on est devenu anesthésié par le bon vieux schéma donc, de la Banque centrale et de la Maison Blanche. La Maison Blanche arrive, quand il n'y a pas assez d'informations, on nous sort Dieu sait quoi, un peu de communication habituelle pour faire payer les algos. Et puis dès que ça commence à baisser un peu, ou dès qu'on hésite un peu sous une résistance, allez hop, la Banque centrale arrive, elle dit que l'économie va pas bien et qu'il faut soutenir. C'est fantastique, c'est quand même fantastique. L'économie va pas bien, mais la bourse est au sommet historique. Donc à côté, vous avez Trump qui peut vous sortir sa rhétorique de dire mais les marchés sont super hauts, c'est grâce à moi, je suis super trop fort, votez pour moi et en même temps achetez des actions. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous l'ai mis hier sur Twitter et je pense que ça pour moi, c'est ce qui retranscrit le mieux ce qui se passe. Voilà, je vous le mets. Pour moi, c'est ça. Alors, on va y arriver. On peut pas mettre en plein écran cette merde. Voilà. Oh putain, tu peux pas me cacher ça là? Ah voilà, bon, on voit bien. Donc le principe c'est ça, c'est de vous dire, pour moi il y a un schéma aujourd'hui qui est assez pernicieux et très dangereux, qui consiste à dire, voilà, aujourd'hui le mécanisme c'est ça, c'est-à-dire la Fed elle agit sur deux leviers, mais en fait elle voit que celui-là, c'est-à-dire Powell quand il communique que dans ce sens-là, c'est-à-dire il communique que aux institutionnels pour leur dire, bon l'économie va pas bien, prenez pas trop de risques les gars, d'accord? Donc ça c'est le schéma logique. Ce qui devrait normalement faire que les spéculateurs vendent et que les marchés baissent, d'accord? Mais le problème, c'est qu'en même temps, il se passe quoi? Il se passe bien ça, sauf que ça ne fait pas du tout vendre les spéculateurs. Et en fait, à chaque fois qu'ils voient la Fed dire l'économie va pas bien et compagnie, les marchés ne retracent pas parce qu'il se passe quoi en même temps? Il y a juste ça fois deux. C'est-à-dire que la Fed, ce qu'elle fait activement, c'est qu'elle focalise son attention sur les institutions institutionnelles qui, eux, font le job. Ils vont se mettre sur les actifs non risqués. Mais en attendant, à chaque fois que la Fed envoie son message, les actions qui sont réalisées à la suite de ce message, alors que le message ne leur est absolument pas destiné, c'est que vous avez tout un paquet de spéculateurs qui se disent « Super, la Fed soutient, donc Trump va être content, donc les retails vont acheter. Allez hop, nous on anticipe l'achat des retails, donc on achète comme des glands. » Donc à chaque fois que vous avez les réunions de la Fed ou un speaker de la Fed qui arrive, il se passe quoi? Vous avez la monnaie spéculative qui arrive à crédit à zéro, voilà. Ils achètent pour pas cher et ils font quoi? Ils se disent c'est bon, vas-y, on achète la Fed accommodante puisque de toute façon les marchés vont continuer de monter, donc il y a encore plus de glands qui vont en acheter, donc on pourra leur revendre. C'est toujours la même chose, mais eux, la différence, c'est que les retail, ils sont en train d'acheter pensant que la bourse va monter et qu'ils vont pouvoir prendre de l'argent pendant encore les prochaines années. D'accord? C'est pas du buy and hold, mais c'est presque. C'est de dire, bon, j'achète, je revendrai dans 6, 12 mois, un truc comme ça. Ils ne revendent pas dans 3 jours. Eux, ils en ont rien à foutre. Eux, c'est de dire, si dans 2 jours ça merde, hop, on redumpe tout, on espérera s'en sortir. D'accord? Mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, la Fed, elle voit que ça. D'accord? Elle se dit, ok, en demandant aux institutionnels d'aller sur les actifs faiblement risqués, les marchés vont retracer, mais on va faire en sorte que les marchés ne retracent pas trop, d'accord? Et on va, entre guillemets, contrôler cette boucle. La Fed, elle contrôle bien cette boucle. Le problème, c'est qu'elle ne contrôle rien du tout sur celle-là, et que c'est celle-là qui fout la merde. Parce qu'en vérité, la Fed, elle n'est pas supposée supporter les marchés sous les résistances. Elle est supposée parler sur les supports et dire, ok, l'économie ne va pas bien, donc continuez d'acheter des actifs, mais acheter des actifs plutôt moins risqués, mais continuez d'acheter, d'accord? Et nous, on va effectivement vous permettre d'avoir les lignes de crédit pour ça. C'est-à-dire qu'en achetant des actifs faiblement risqués, vous n'êtes pas obligé de vendre vos actifs risqués. D'accord? C'est ça que fait la Fed. Elle dit en gros, moi je vais vous donner l'argent pour acheter des actifs faiblement risqués pour rendre vos bilans plus sains. Parce que si vous avez que des actifs risqués dans le bilan et que ça tombe, vous êtes mort, vous êtes en faillite. Donc, couvrez-vous sur des actifs faiblement risqués. Pendant ce temps-là, moi je vous donne le crédit gratos pour que vous n'ayez pas besoin de vendre les actifs risqués. Ok? Mais comme il n'y a personne du coup qui vend les actifs risqués et qu'à chaque fois que la Fed donne du pognon gratos, il y a des spéculateurs qui viennent les acheter, pas de vente des acheteurs, vous avez compris ce que ça fait. Ça fait que les volumes s'écrabouillent sur des valeurs comme Apple, Amazon, machin et compagnie, et que ces valeurs s'envolent, du coup sans volume, parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Il n'y a plus de vendeurs en fait. La smart money, on lui dit tu vends pas, je te donne du crédit, mais si tu vends, je suis pas d'accord. Donc en fait, pour l'instant, c'est bien, ça tourne, mais là, ce que ça fait, c'est que ça fait tourner des actifs extrêmement spéculatifs qui permet de soutenir tout ce merdier,
c'est eux. C'est-à-dire que tant que les retail ont de l'argent pour acheter, ça va. Le jour où les retail n'achèteront pas, ben vous allez avoir des spéculateurs qui auront anticipé des achats qui n'arriveront pas. Et le jour où les achats n'arrivent plus et qu'eux, ils doivent sortir pour revendre ce qu'ils ont investi, c'est emmerdant. C'est-à-dire que là, derrière, bah oui, il n'y a vraiment plus du tout d'acheteurs. La smart money qui va voir les prix commencer à baisser va dire écoute, la Fed, t'es gentil, mais bon, maintenant ton pognon, j'en veux plus. J'ai mes actifs refuges, je vends mes actifs risqués, et alors là, c'est la merde. Plus personne qui achète, la smart money qui vend, et là, je vous raconte pas le problème de la Fed. À ce moment-là, ils auront beau discuter et dire mais non, mais s'il te plaît, arrête de vendre tes actifs. Je t'ai dit que je te donnais de l'argent gratuit. Bah, ils vont dire mais je m'en fous de l'argent gratuit. Moi, j'ai maintenant mes comptes sont bien, j'ai suffisamment d'actifs qui me permettront d'éviter les faillites. Maintenant, je vends un point barre. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. Il faut bien voir ce jeu-là, c'est un jeu à somme nulle. L'argent qui rentre, il sortira forcément d'une autre façon derrière. Donc, pas 50 façons de faire. Soit on crée tout l'argent nécessaire pour combler tous les crédits qu'on a fait et qui ne seront pas remboursés, soit tout simplement on détruit les crédits qui sont non solvables. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc c'est la fin, c'est soit la crise par la déflation, soit l'hyperinflation. Et l'hyperinflation amène de toute façon la déflation. Donc, vous avez bien compris, pour moi, le problème, c'est que là, tout le monde pense qu'il faut acheter des choses. Moi, je vous dis, cash is king. Voilà. Ce qu'on voudra probablement à la prochaine récession, c'est des gens qui ont du cash, des gens qui ont de l'argent tout de suite disponible et pas des actifs à revendre pour pouvoir acheter autre chose. Donc là, en fait, on est dans la everything bubble. C'est ce qu'on disait, c'est le moment où, dans la psychologie des gens, il faut acheter tout et n'importe quoi. L'argent est gratos, donc il ne faut pas d'argent. Il faut absolument acheter des choses. Je ne sais pas, acheter des biens immobiliers, acheter. Tout ce que vous pouvez acheter sera toujours mieux que le cash. Et bien moi, je peux vous dire que ce sera l'inverse, et c'est exactement ce sur quoi je mise. Garder un max de cash dispo pour acheter les pertes de tous les glands qui voudront revendre ce qu'ils ont acheté à Cred. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, il faudra de l'argent en cash, liquide, pour payer les factures ou des trucs comme ça. Et moi, je serai le gars qui viendra leur dire, bah écoute, tu veux du cash, c'est bien, mais par contre, la jolie télé que tu as achetée 1500 boules il y a 2 ans à crédit, bah je te l'achète 500. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va pour tout. Hein. Je vous prends l'exemple de la télé, mais ça va aussi pour l'immobilier. Moi, les mecs aujourd'hui, j'en discutais hier avec un pote aussi qui me dit, putain, je commence sérieusement à réfléchir à monter une SCI et faire de l'immobilier locatif. Je lui dis, mais t'as réfléchi une seconde, les SCI, il fallait les faire il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est le truc à la mode, tout le monde veut faire ça, achat immobilier pour faire du locatif. C'est quoi? C'est une grosse bulle, mon pote. Tu vas te retrouver quoi? Bah derrière, tout le monde va vouloir du pognon, et quand tu vas vouloir du pognon, tu vas devoir vendre tes biens immobiliers, sauf que moi, je vais te les acheter moitié prix. Alors, pas moitié prix, mais je vais te les acheter moins cher. Donc, évidemment, tu vas faire quoi? Bah, tu vas te retrouver niqué, parce que tu vas devoir rembourser un crédit, mais par contre, tu vas pas pouvoir vendre ton bien immobilier au prix où tu l'as acheté, tu vas le vendre beaucoup moins cher. C'est aussi simple que ça. Et quand je lui dis ça, il me dit ah ouais putain c'est vrai que c'est rationnel en fait comme truc. Je lui dis mais tu croyais quoi en fait, que tu allais gagner de l'argent facile ça, voilà. Toujours le même schéma. Je vous dis si ça vous paraît facile et sans risque, c'est que vous voyez pas les risques, c'est tout. C'est que vous n'avez pas une vision suffisamment large du problème. Donc réfléchissez encore une fois et comme toujours, d'accord, quand un scénario paraît simple et évident, c'est que vous ne comprenez clairement rien à ce qui se passe et que dans ce cas-là, soit vous y allez tout doucement, c'est-à-dire vous êtes conscient que vous maîtrisez pas, donc vous n'allez pas vous foutre un levier de dingo et vous ne mettez pas tout votre blé là-dedans, d'accord. Soit vous y allez en mode irrationnel, il ne faudra pas venir pleurer quand des mecs comme moi viendront racheter vos pertes derrière. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Derrière, ta télé, je ne t'oblige pas à la vendre 500 balles. Je te dis juste, moi, je l'achète 500 balles. T'en fais ce que tu veux. Si tu veux la vendre, c'est 500 balles. Si tu ne veux pas la vendre, tu la gardes. Mais dans ce cas-là, tu payes tes factures comme tu veux. Hein. En sachant que dans ce cadre-là, si on va vers ce type de récession-là, les taux de crédit vont pas être à zéro là. Hein. C'est-à-dire que tu pourras pas dire, ah bah, c'est pas grave, je peux pas payer mes factures, mais je vais m'endetter à 0% pour payer ma facture. Ah non, dans ce monde-là, les taux ils vont remonter à 5-7%. Et à ce moment-là, mon pauvre, pour payer tes factures avec 7% de taux d'intérêt, surtout qu'en plus tu seras considéré comme un jeune, donc ce sera même pas 7%. C'est de dire, bah non, tu voudras effectivement vendre tes biens pour récupérer du cash et payer tes factures, parce que à ce moment-là, s'endetter, ce sera plus à l'ordre du jour. Ok, donc réfléchissez bien, dites-vous pas que je ne connais pas l'avenir, mais je vous donne simplement une version de l'avenir différente de celle que vous pouvez éventuellement imaginer, et c'est simplement pour vous faire prendre conscience du risque. Je ne vous fais pas paniquer bêtement, je déteste ça. On ne sait absolument pas ce qui va se passer dans cette crise, si on ne sait même pas s'il va y avoir une crise, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous prenez des risques, en ce moment, vous n'avez rien compris.
Voilà. Vous serez probablement le dindon d'une farce que vous ne voyez même pas encore. En vous donnant ces scénarios-là, je vous fais juste réfléchir à l'éventail énorme des possibilités qui sont devant vous. Si vous pensez maîtriser le futur, waouh, d'accord, bah allez-y, c'est un pari sur le futur. Vous dites sérieusement que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de catastrophe climatique, voilà, parce que j'en passe, hein, des choses qui peuvent très mal se passer. Donc, si vous misez sur la tranquillité et que vous vous dites, bah écoute, c'est bon, c'est tranquille, j'ai de l'argent, c'est le meilleur moyen d'investir, enfin, c'est le meilleur moment d'investir. Ben voilà, moi historiquement parlant, à chaque fois que j'ai entendu ça, j'ai surtout vu des récessions derrière, comme en 2008, comme en 2001 et compagnie. Et voilà. Bref, à chaque fois que vous avez de l'argent et que vous pensez que c'est le moment d'acheter, c'est que tout le monde pense comme vous. Et à chaque fois que tout le monde achète, qu'est-ce qui se passe derrière? Les prix chutent. Voilà. Bref, pardon, allez, je vais quand même pas terminer cette émission sur cette note aussi négative. D'accord, encore une fois, c'est pour vous inciter à la réflexion. Il faut juste que vous gardiez l'esprit ouvert. Et en trading, c'est la même chose. Si vous construisez un scénario unidirectionnel, ça doit se passer comme ça, un théorie héliotiste de base, hein, on va faire 3 vagues de baisse, machin. Plus vous pensez ça, plus vous vous dites, si on ne fait pas 3 vagues de baisse, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. C'est voilà. Non, il faut juste que vous ayez plusieurs plans. Plus vous laissez de liberté, plus vous envisagez de scénarios, plus ça se passera bien. Donc c'est vraiment gestion du risque et de dire, comme je vous dis, bah, en ce moment, si vous voulez prendre ce genre de risque, vous le faites. C'est juste complètement irrationnel. Il ne faudra pas pleurer derrière si évidemment ça se met à baisser. En fait, c'est plus de dire, c'était plus ou moins pas prévisible, mais c'était beaucoup plus statistiquement probable que les marchés baissent quand on les analysait aujourd'hui et les mois à venir et les trimestres à venir qui montent. Est-ce que pour autant ça les empêchera de monter? Voilà, c'est clairement, ça n'a aucun lien de cause à effet. C'est juste de dire que là, statistiquement parlant, il vaut mieux éviter de prendre du risque maintenant. Maintenant, ce pari-là unique, d'accord, qui est un pari de dire est-ce qu'aujourd'hui je prends du risque ou pas, c'est vous qui voyez, voilà, c'est un pari, en soi c'est 50% de chances de réussir ou d'échouer, mais voilà, dans ce même type de cadre, statistiquement parlant, si vous prenez des risques alors que tout le monde est en train de prendre des risques, c'est généralement pas le moment de le faire. Voilà. Puis surtout, il y a des structures de prix qui sont annonciatrices de baisse potentielle. Elles arriveront ou elles n'arriveront pas, on ne le sait pas. En attendant, soyez juste prudents. Est-ce que vous avez besoin, rationnellement parlant, de détenir des actions? Voilà, non. Est-ce que vous avez besoin, rationnellement parlant, d'acheter des bitcoins? Non plus. Vos besoins humains rationnels, c'est de boire, de manger, de baiser et éventuellement d'éduquer vos gamins. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. C'est ça la vraie vie en fait. Le reste là, ce qu'on regarde, c'est pour faire mumuse en soi. On fait ça pour gagner notre vie, mais qu'on soit bien d'accord, on ne sert à rien déjà d'une. Et puis de deux, faut quand même penser à vos besoins primaires avant de vous dire voilà. Enfin voilà, posez-vous toujours la question, restez rationnel, restez ancré dans le réel. C'est la base déjà d'une pour pas devenir fou dans les marchés. Et puis en plus de ça, faut pas oublier que les marchés sont une parabole de la vie réelle, mais ils sont quoi qu'il arrive liés à la vie réelle. Donc bah voilà, vous pouvez prendre des risques. Au bout d'un moment, la vie prouve que voilà, c'est comme je vous dis, c'est la différence entre la statistique et la réalité. C'est comme je vous montrais vraiment cet exemple du dé, c'est vraiment très parlant. Pour moi, ça veut tout dire et ça explique tout de ce qu'il y a à comprendre et à ne pas comprendre des marchés. Il y a une partie statistique dans les marchés, d'accord? Il y a une partie statistique, il y a une partie aléatoire et il y a la réalité. Voilà. Et en fait, c'est le mélange des trois. Voilà. Donc, bah, c'est pas plus compliqué que ça. C'est de dire que quoi qu'il arrive, oui, sur un lancer de dé, vous pouvez pas parier à la maison parce que vous savez pas sur quoi le dé va tomber. C'est une chance sur 6, point barre. Maintenant, vous lancez 1000 fois le dé. Ben, normalement, il va taper chaque face pratiquement sur un nombre relativement équivalent. Et plus vous lancez le dé, plus ça va distribuer de manière équivalente. Et ça, c'est la réalité qui altère la fiction, tout simplement. Et les marchés, c'est la même chose. Il y a la fiction, on peut aller très loin dans la fiction. Vous pouvez faire des séries de 26 de suite, de 36 de suite. Ça peut arriver sans aucun problème. Techniquement, ça peut arriver. Ça a autant de probabilité d'arriver que n'importe quelle statistique de jeter. Et pour autant, dans la réalité, vous finirez toujours par jeter autre chose que des 6 si vous lancez le dé 1000 fois. Voilà. Ça n'est jamais arrivé, un mec qui lance 1000 fois le dé sur un 6. Voilà. Plus vous augmentez le nombre de tirages, plus la probabilité derrière diminue. Et pire, d'accord, mécaniquement parlant, la probabilité derrière d'avoir un 6 est réduite. Voilà. Mettez ça dans la vie de tous les jours. Vous avez déjà joué à un jeu de dés ou un truc comme ça et vous avez une grosse phase où vous avez un cul monstre. Vous n'arrêtez pas de jeter des 6, puis après c'est la descente aux enfers. Vous jetez que des 1. Voilà, c'est ça la réalité en fait.
C'est que c'est ça, voilà, la réalité, qui rattrape la fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça monte, ça monte, ça monte. Il ne faudra pas pleurer demain quand on fera que des 1 après avoir fait que des 6. C'est aussi simple que ça. Voilà. Plus on lance les dés, plus ça marche aujourd'hui. Plus tard, on aura de problèmes et de mal à trouver des 6. Voilà.